Et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Ternot, directrice de l'information à Public Sénat, et Elisabeth Pinault, correspondante de l'agence Reuters à l'Élysée à Matignon. Bonsoir à toutes les deux et ravie de vous retrouver sur le plateau du 64. Elisabeth, on commence par votre image de la semaine. Mais mon image cette semaine, c'est Gabriel Attal qui s'exprime sur l'Europe le jour de la fête de l'Europe. C'était jeudi dernier, à un mois pile dès les élections européennes. Voilà, c'est la dernière ligne droite avant le sprint final. Dernière ligne droite. Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous? On va l'écouter dans un instant, mais de cette prise de parole sur l'Europe. On sait qu'on est effectivement à un mois, on était à exactement un mois jeudi des européennes. Ça montre qu'il faut s'engager. Déjà, Gabriel Attal a dit à tous les membres du gouvernement de s'engager, de faire campagne. C'était un long week-end férié. Là, mais il n'était pas question d'être en vacances ou à la plage. Il fallait s'engager pour l'Europe. C'est à fin politique. Il a dit, quand il a été nommé à Matignon, qu'il était celui qui défendrait l'Europe face au Rassemblement national. Eh bien, c'est le moment de montrer de quoi il est capable. Il sera en débat face à Jordan Bardella, un débat très attendu, je crois, le 23 mai. Et puis, il s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron, qui lui aussi entre en campagne avec différentes interviews. Il a parlé avec des jeunes hier sur les réseaux sociaux. Il a donné plusieurs interviews à la presse, dont une à la Tribune dimanche dernier. Le gouvernement doit évidemment défendre les couleurs de son camp, alors que sa candidate, Valérie Hayé, est en difficulté, loin derrière le Rassemblement national. Oui, et au coude à coude avec le candidat socialiste. À peu près dans les sondages, là où le RN de Jordan Bardella est quasiment à 32%. Alors on va écouter justement une déclaration de Gabriel Attal. On précise que c'était lors d'un déplacement en Bretagne. Mais on sait que le débat de cette élection, c'est dedans ou dehors. Est-ce qu'on veut continuer à rester dans l'Union européenne, bénéficier de tout ce que l'Europe nous apporte, ou est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne? Parce que malheureusement, le programme du Rassemblement national, quand vous le lisez ligne à ligne, c'est l'organisation méthodique de la sortie de la France de l'Union européenne. Ils disent qu'ils veulent arrêter de respecter les règles européennes. Ils disent qu'ils veulent qu'on arrête de financer l'Union européenne. Voilà, le programme du RN, c'est la sortie de la France de l'Union européenne, hein, c'est ce qu'il dit. Bon, c'est pas tout à fait le programme du Rassemblement national. Non, c'est pas tout à fait le programme du Rassemblement national, mais on voit que Gabriel Attal là veut installer ce match entre le RN et la majorité présidentielle. On a envie de dire qu'on attendait depuis quand même un petit moment. Il a fallu que le chef de l'État rappelle à l'ordre le Premier ministre pour qu'il s'engage vraiment dans cette campagne des européennes. Rappelez-vous, quand il avait été nommé il y a 4 mois, Gabriel Attal, il avait été présenté comme le premier opposant du Rassemblement national, et notamment de Jordan Bardella. C'était jeune contre jeune, communicant contre communicant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Résultat, 4 mois après la nomination de Gabriel Attal, le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut dans les sondages pour ces élections européennes. Donc de ce point de vue-là, pour l'instant, c'est un petit échec pour Gabriel Attal. Et puis on voit aussi qu'il entend poursuivre Attal ses réformes, parce qu'il a un agenda national qui n'est pas forcément celui de la campagne des européennes. Il sait qu'il joue aussi sa place à Matignon, qu'il faut qu'il avance ses réformes pour pouvoir peser sur son maintien ou pas à Matignon après ces élections européennes. Et enfin, dernier petit point, c'est vrai qu'on attend beaucoup de son débat face à Jordan Bardella le 23 mai prochain, mais la petite musique qui monte, c'est que Emmanuel Macron lui-même pourrait débattre face à Marine Le Pen avant ces élections européennes. Et donc ça signifie que finalement ce débat Attal-Bardella ne suffirait pas à renverser la donne dans le cas de ces européennes, et qu'il faut que Macron lui-même aille débattre face à Marine Le Pen. Qui a dit oui aujourd'hui. Qui a dit oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Une dernière question, Elisabeth, sur votre image politique de la semaine. Pourquoi est-ce que c'est la Bretagne qui a été choisie pour envoyer le Premier ministre Gabriel Attal? Je pense il avait à cœur d'être en région et d'être complètement en campagne. On sait que tout va se jouer dans toute la France jusqu'au dernier moment. Souvent, c'est les derniers jours avant une élection qui comptent. Et là, il a commencé par la Bretagne, il est ensuite allé à La Rochelle. Et c'est tractage, meeting, interview face à la presse. Voilà, il est vraiment en campagne. Dégustation de crêpes aussi. Oui, et puis il veut aller en France, ce qui est en général ce que veulent chaque Premier ministre. Ils vont toutes les semaines et plusieurs fois par semaine sur le terrain. Et je crois qu'il a une maison en Bretagne en plus, Gabriel Attal. Alors peut-être que ceci explique cela. On va pas en vacances normalement, mais peut-être qu'il en a profité. On ne sait pas. Perrine, on va passer à votre image politique de la semaine. Oui, moi je voulais revenir sur l'interview qu'a donnée Emmanuel Macron jeudi au magazine Elle. Donc une interview évidemment à destination des femmes, dans laquelle pêle-mêle il aborde plein de sujets, que ce soit l'infertilité, les violences contre les femmes bien entendu, le rôle et la place des pères, la ménopause, les règles douloureuses. Donc plein
plein de sujets qui sont très importants pour les femmes. C'est pas la première fois d'ailleurs que Emmanuel Macron les aborde. On peut même dire que c'est le premier président de la République à prendre à bras le corps comme ça ces sujets concernant pour les femmes. Mais justement, il en parle beaucoup, mais depuis 7 ans, on a envie de se poser la question d'une part du débat, du timing aussi de cette interview, parce qu'en pleine campagne des européennes, ce timing. Évidemment, il cajole cet électorat féminin, et on sait que son électorat de centre-gauche à Emmanuel Macron, eh bien, c'est un électorat qui est un peu séduit aujourd'hui par Raphaël Glucksmann, donc c'est peut-être une façon pour lui d'essayer de les ramener vers la majorité présidentielle. Et puis surtout, on sait que le Parlement fourmille ces dernières années de rapports sur toutes ces questions-là, et on peut se demander pourquoi le chef de l'État n'a pas proposé soit de grands débats nationaux, soit des textes de loi pour revenir sur toutes ces questions qui sont évidemment essentielles pour les femmes. Et puis enfin, évidemment, il aborde aussi le cas de Gérard Depardieu. On se souvient que cet hiver, lors d'une interview, Emmanuel Macron avait soutenu l'acteur accusé, je vous le rappelle, de viol et d'agression sexuelle, et que cette interview avait fait pas mal polémique, en tout cas cette prise de position sur Gérard Depardieu. Là, il y a, semble-t-il, un rétropédalage d'Emmanuel Macron sur le cas Depardieu, signe sans doute peut-être d'une fébrilité présidentielle sur ce sujet. Et il y a eu déjà des réactions dans la classe politique, plus spécifiquement sur les annonces sociétales qui ont été faites. Oui, j'ai vu que des parlementaires qui avaient travaillé justement sur ces questions-là, que ce soit les familles monoparentales, par exemple, il y a un très bon rapport qui vient d'être rendu au Sénat, mais aussi la ménopause, les règles douloureuses, enfin vraiment des sujets très, très féminins. Des parlementaires qui avaient travaillé sur ces sujets-là ont interpellé le chef de l'État en lui disant banco, allons-y, les textes de loi qu'on propose, pourquoi la majorité présidentielle ne s'en saisit pas forcément, pourquoi on n'avance pas un peu plus vite sur toutes ces questions-là. Et alors on va continuer de parler d'Emmanuel Macron, volet plus international, puisque Emmanuel Macron en a cette semaine remis une couche, on peut le dire, sur l'Ukraine. Il a une nouvelle fois évoqué cette possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. On va l'écouter tout de suite et on commente juste après. J'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Non, la France n'est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Elisabeth, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce qu'il dit un peu une chose et son contraire. Il veut y aller ou il ne veut pas y aller? Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut se préparer à une éventuelle guerre et que l'Europe doit pouvoir se défendre elle-même. Pour l'instant, elle avait le parapluie américain, elle avait l'OTAN, et là, il faut se défendre soi-même. La France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne depuis le départ des Britanniques, et donc, de ce fait, elle a une voix particulière en Europe. Et Emmanuel Macron il joue la carte du réalisme. Il veut réveiller ses homologues européens pour leur dire, voilà, il y a une guerre à nos portes. Qu'est-ce qu'on fait si Donald Trump est élu, par exemple, et qu'il referme le parapluie américain? Avec quelles armes est-ce qu'on est suffisamment préparé à une éventuelle guerre? Alors, les troupes au sol, on sait que pas de troupes au sol françaises sur le terrain ukrainien, ça, il n'en est pas question. Mais la question d'engager des hommes d'une manière ou d'une autre, Emmanuel Macron, ça lui est reproché, la remet régulièrement sur la table, encore une fois, pour préparer les esprits et préparer ses homologues européens à toute éventualité. Préparer les esprits, on sait que c'est des déclarations qui crispent à chaque fois ses homologues européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est toujours en train d'essayer de les convaincre? Il y a des négociations en coulisses? Oui, surtout, je pense qu'il continue à jouer cette carte de la dissuasion vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que c'est force contre force, il n'entend pas se laisser mener, il continue à affirmer cette opposition assez forte. Je trouve qu'il est assez régulier, pour le coup, là, dans cette prise de position depuis cet hiver. Il l'avait d'ailleurs réaffirmé là, le tout début mai, le 2 mai, je crois, dans une interview à The Economist, en réaffirmant voilà, qu'il ne fallait pas du tout parer à un éventuel engagement de force, y compris française, européenne, en tout cas sur le sol ukrainien, si ça allait de plus en plus mal en Ukraine. Et l'actualité d'aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de Kharkiv, le front russe qui avance vers une ville importante de l'Ukraine, nous rappelle un peu à cette réalité-là. En tout cas, ce qu'Emmanuel Macron veut vraiment affirmer, c'est un acte de dissuasion assez fort vis-à-vis de Poutine, en montrant que l'Europe se tient prête, y compris parfois avec certaines armes nucléaires. C'est ce qu'il a notamment dit dans son interview à The Economist au début du mois de mai. Au début du mois de mai. En tout cas, c'est ce qu'on expliquait cette semaine dans l'entourage du président. Il veut maintenir un doute face à l'adversaire. C'est-à-dire, on est
il doit être prêt à tout. Il peut se passer des choses, on ne sait pas forcément quoi. C'est ça la dissuasion. Il faut que le doute persiste chez l'adversaire. Alors, dernier événement de la semaine que je voudrais aborder avec vous, c'est la visite, on en parlait déjà la semaine dernière, de Xi Jinping, le président chinois en France, qui a été reçu quand même, il faut le dire, avec pas mal d'honneur de la part d'Emmanuel Macron. C'était donc pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette visite? Est-ce que ça a été une réussite pour Emmanuel Macron? L'Élysée parle de relations franches, cordiales, amicales, exactement. Bon, là, on est dans le langage type diplomatique. Ce qui était intéressant de suivre surtout, c'était la suite de la visite en Europe du président chinois dans 2 pays, la Serbie et la Hongrie, qui sont des pays qui sont proches de la Russie aujourd'hui et qui ont clairement affiché aussi une proximité avec la Chine. Pourquoi Xi Jinping a voulu s'afficher en Serbie et en Hongrie? Parce qu'il compte sur ces 2 pays pour peser au sein de l'Union européenne en cas de sanctions avérées contre la Chine, notamment sur la production de véhicules électriques. On sait qu'il y a des sanctions commerciales assez fortes qui pendent au nez de la Chine de la part de l'Union européenne. Donc c'était ça qui était surtout intéressant à observer, j'ai trouvé cette semaine, c'est le fait qu'il ait vraiment essayé de retourner ses alliés serbes et hongrois vers lui contre l'Union européenne. Et en même temps, il n'y a pas eu vraiment de grosses percées sur les sujets comme la guerre en Ukraine. On sait que c'était... Non, mais on ne s'y attendait pas non plus. Alors, moi, j'étais à l'Élysée lundi, j'ai suivi de près cette visite. On ne s'attendait pas, évidemment, à des nouvelles, à des annonces fracassantes. C'est d'ailleurs ce que veut faire Emmanuel Macron. C'est vraiment avoir un dialogue, ce qu'il a essayé de faire mardi dans les Pyrénées, dans un cadre informel, avoir un dialogue le plus franc possible, le plus intime possible avec les grands de ce monde. Il a essayé avec Vladimir Poutine, il a essayé avec Donald Trump, ça ne s'est pas toujours bien passé. Ici, il a essayé de passer un message, notamment sur l'Ukraine, en essayant de dire à Xi Jinping, passer des messages à Vladimir Poutine qu'il n'a plus intérêt à faire la guerre. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux, Elisabeth Pinault et Perrine Ternot. Et à très bientôt